Oui, tu fais les courses, c'est-à-dire que tu pars avec ta petite voiture et tu achètes ce qui est écrit sur la liste. Qui a fait la liste? Et là, on a l'info. Ça s'appelle la charge mentale. Et qui a regardé dans les placards ce qui restait. Mais c'est ça. La Merci liste, c'est de Valérie. savoir, la charge mentale, c'est de savoir ce qui reste dans le frigo, ce qui manque, tout ce que tu veux, c'est-à-dire les produits d'entretien. Est-ce que tes enfants manquent de chaussettes, de t-shirts, de slips? Enfin, c'est ça la charge mentale. C'est pas juste de faire la démarche d'y aller. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Comment devient-on un père engagé ? Comment s'impliquer réellement à parts égales dans la fameuse charge mentale quand un enfant vient agrandir la famille ? C'est la question que pose Rémi Guilloton, le créateur de Daron.tv et animateur radio sur Énergie dans le livre Nouveau Daron, Bienvenue au club, qui a été publié aux éditions Solar. Dans cet épisode consacré à l'organisation du couple qui devient parent, on aborde toutes ces questions, sans filtre, avec l'éclairage expert et bienveillant de Valérie de Mainvielle, qui est psychologue clinicienne et qui est passionnée par l'équilibre des femmes dans leur maternité. Cet épisode a été réalisé grâce à la complicité et au soutien de Babichou Service, qui aide les familles à s'organiser au quotidien grâce à des babysitters de confiance et je les remercie pour ça. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Valérie, bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Marine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Rémi, je commence par toi et je commence par citer ton livre, parce que j'ai bien aimé ce petit warning. C'est un encadré qu'on trouve à la page 158 du livre Nouveau Daron. Attention, je lis. Tu as l'impression que cette histoire de charge mentale est légèrement tirée par les cheveux ? Jette un œil à ces chiffres dévoilés par Doctolib en 2023. 85% des rendez-vous médicaux pris pour des enfants sont réservés par les femmes. CQFD. J'avais envie de commencer par ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as souhaité écrire ce livre pour les papas ? J'ai souhaité écrire ce livre parce que il part déjà de mon expérience personnelle. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je suis juste un papa, un daron. Je l'ai appelé daron parce que j'ai surtout envie qu'on change la définition du mot daron. Parce que les darons, ce sont nos pères, ceux qui étaient peut-être un peu moins investis pour différentes raisons. On va mettre ça sur le dos de l'époque, sur un congé paternité un peu léger, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai souhaité surtout donner la parole à certains papas, parce qu'il y a beaucoup de témoignages dans le livre, et surtout leur donner des clés, leur faire mes petites recos, leur parler de mon expérience perso, qu'ils puissent aussi se dire, ok, tout n'est pas toujours rose, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais surtout prendre conscience que s'occuper d'un enfant, en 2025, c'est pas juste changer les couches et faire chauffer un bib, c'est prendre soin. Et c'est pour moi la chose la plus importante à comprendre, c'est prendre soin à tous les niveaux. Et donc ça passe par ce chiffre qui est complètement dingue, puisque 85% des rendez-vous sur Doctolib sont pris et réservés par les mamans. Et donc ça pose plein de questions, et ça pose la question de la charge mentale. Quand le bébé, l'enfant ne va pas bien, qu'il est malade, c'est la charge mentale, encore une fois, de la maman. Toi, t'as un peu de recul maintenant, elles ont quel âge tes filles ? J'ai un peu de recul. La grande a bientôt 13 ans et la petite bientôt 10 ans. Donc t'es sorti des couches. Donc je suis sorti des couches, ouais. Tu vois, quand on lit ton intro, on se dit quand même, des papas comme toi, maintenant il y en a plein, on a quand même l'impression que les pères de notre génération sont hyper engagés. Qu'est-ce qui bloque encore selon toi ? C'est une partie des pères qui n'a pas fait le boulot ou c'est des pères qui font encore à moitié le boulot ? On a l'impression, en fait, parce qu'il y a un livre qui est sorti récemment et j'ai aucun problème pour en parler, puisque je suis dedans, ça s'appelle L'arnaque des nouveaux pères. Oui, qui sont intervenus ici. Voilà, donc je suis dedans, pas pour dire que je suis une arnaque, mais pour dire que, en effet, on a beau se prendre en photo sur les réseaux, en selfie, en porte-bébé, il y a encore beaucoup de boulot. Et les chiffres ne sont pas bons. Donc voilà, donc en vrai, ce qu'il faut faire, c'est surtout donner la parole à ces papas qui nous expliquent, pour certains, pourquoi ils ont du mal à s'investir, à quel moment il faut nous, en tant que
porte-parole, entre guillemets, donner des clés, trouver des clés pour justement s'investir un peu plus. Souvent, ça vient de l'éducation, ça vient de plein de choses, mais ça vient aussi de l'éducation, de se dire que, bah voilà, quoi, c'est comme ça dans la famille, j'ai grandi comme ça, mes parents m'ont éduqué comme ça, c'est le patriarcat, c'est un schéma familial que j'ai vécu aussi, c'est-à-dire papa au boulot, maman à la maison. Mais j'ai eu la chance, pour un gars de ma génération, d'avoir eu un père hyper bienveillant, qui savait dire je t'aime, ce qui est très rare, et qui n'était pas avare de câlins ou de trucs comme ça, qui n'était pas présent, mais qui, quand il l'était, était là, et c'était plutôt cool, quoi. On avait des vraies discussions. Je dis on avait parce que malheureusement, je l'ai perdu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi déconstruire plein de choses pour donner envie à ces jeunes papas de s'investir à fond. Et bien entendu, et là, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans la dynamique, mais il y a beaucoup de choses à faire politiquement parlant aussi. J'entends héritage familial, patriarcat ancré dans notre éducation, de la déconstruction encore à faire. Donc ce qui bloque, c'est ça. Toi, par exemple, quel serait l'exemple concret d'un père qui a l'impression de faire sa part et qui finalement passe à côté de certaines choses? Mais pour donner un exemple concret, dans mon bouquin, je fais ce que j'appelle le qui fait quoi. Et j'aime bien tirer un trait sur une feuille A4 et dire voilà, qui fait quoi. Et je me souviens avoir interviewé un père et la maman dans un parc, avec la poussette, petite balade, quoi. Et j'aime bien, tu vois, c'est une sorte de micro-trottoir où je dis et qui fait ci, et qui fait ça, et machin. Et j'arrive à et qui fait les courses. Et là, enfin, le père peut lever la main en disant alors là, autant je suis pas bon sur le médecin, en effet, les couches, c'est vrai que bon, machin, me lever la nuit, je suis pas au top et tout. Les courses, chérie, là, tu peux pas. Et là, elle lui dit, pour quelque chose qui est tellement concret, oui, tu fais les courses, c'est-à-dire que tu pars avec ta petite voiture et tu achètes ce qui est écrit sur la liste. Qui a fait la liste? Et là, on a l'info. Ça s'appelle la charge mentale. Et qui a regardé dans les placards ce qui restait. Mais c'est ça. La liste, c'est de savoir, la charge mentale, c'est de savoir ce qui reste dans le frigo, ce qui manque, tout ce que tu veux, c'est-à-dire les produits d'entretien. Est-ce que tes enfants manquent de chaussettes, de t-shirts, de slips? Enfin, c'est ça la charge mentale. C'est pas juste de faire la démarche d'y aller, c'est de savoir ce qui manque. Valérie, peut-être que c'est le moment pour que tu nous éclaires sur cette charge mentale. Justement, ça a été souvent dit, mais je pense que c'est bien de le rappeler quand même en ouverture de cet épisode. Qu'est-ce qui pose problème? C'est que l'initiateur et le penseur de tout ça, c'est trop souvent la femme. Est-ce que tu peux expliquer ce mécanisme et comment tu le reçois, toi, auprès des femmes qui te consultent? Alors, expliquer le mécanisme, on n'a pas 2 heures devant nous, mais j'ai pas pu m'empêcher de rajouter cette donnée-là à Rémi. On aurait pu dire aussi, qui est-ce qui pense à la semaine prochaine où on a un dîner, on reçoit ta belle-mère, donc il faut acheter des trucs spéciaux, bref. Mais effectivement, la charge mentale, ça désigne une préoccupation globale avec des tas de domaines qui se superposent. Et encore très souvent, c'est la femme qui est le chef d'orchestre de tout ça. Donc, je rejoins tout à fait Rémi sur le fait qu'il y a des progrès à faire pour que chacun des 2 membres du couple se sentent au moins responsables de la même façon de la charge mentale, même si, pratiquement parlant, on ne répartit pas les choses de la même façon. C'est 2 choses différentes. Pour moi, effectivement, je te rejoins, on est très marqué par nos passés. Et c'est justement, moi, j'ai bien aimé le terme de déconstruction. Je pense que, au-delà du fait que quand le bébé naît, il y a un alourdissement manifeste de la charge mentale, il y a aussi tout un rapport au temps qui change, un rapport à la liberté qui change et qui est plus ou moins bien vécu par chacun. Mais il y a aussi des choses qui interviennent plus de façon insidieuse, en mode souterrain, et qui sont ce que j'appellerais nos héritages, plus ou moins faciles à négocier quand ils nous tombent dessus. Je vous donne un exemple tout bête. Une femme qui trouve que l'ampoule est pétée, il y a des trucs à faire dans la maison, qui constate que son mec ne fait rien, qui s'énerve en disant « Merde, c'est quand même à lui de le faire ». Le mec, lui, n'a pas du tout l'impression que c'est à lui de le faire et ne fait rien. Ça peut se terminer assez rapidement en dispute catastrophique. En fait, là où je parle d'héritage, c'est que en réfléchissant à ce qui se passe pour chacun, la femme va prendre conscience que elle, dans son modèle parental qu'elle a vécu quand elle était enfant, le papa adorait bricoler et faisait ça très bien et tout le temps, et la maman jamais. Lui, dans son modèle parental quand il était petit, ses 2 parents ne faisaient rien dans la maison. Ils déléguaient ça à un monsieur qui passait 1 fois par mois et qui faisait les petits machins. Donc en fait, ils se parlent pas la même langue. Et ça fait partie, de façon assez light, des héritages qu'on se coltine chacun et qui, à la naissance de l'enfant, peuvent devenir problématiques et peuvent aussi faire que la charge mentale devient une usine à gaz. C'est le caillou qui vient gripper toute la machine pour plusieurs années. Parce qu'effectivement, avant qu'on trouve l'origine du problème,
il peut se passer pas mal de disputes et de colère. Exactement. Et pour terminer là-dessus, ce que je trouve beau, moi, mais je peux le dire du haut de mes 50 piges, c'est que ça vaut le coup pour moi que ça devienne une dispute. En fait, ça vaut le coup d'y aller. Moi, j'ai envie de dire au couple, honorez ces emmerdes-là, parce qu'en fait, ces disputes-là, elles vont être l'occasion pour chacun de grandir, d'aller creuser. Ça fait mal au début, quand on découvre, mais au fur et à mesure des années qu'on passe ensemble, c'est ça qui fait qu'on gagne en profondeur, on gagne en connaissance de l'autre, on gagne en matière, je trouve. Le couple gagne en matière. Et il n'y a que le couple pour nous aider, nous forcer à aller voir là. Est-ce que, Rémi, tu veux bien nous faire un petit diagnostic de comment ça se passe chez toi aujourd'hui ? J'ai bien compris que rien n'est jamais parfait, et on n'est pas ici du tout pour faire le procès des pères. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment vous avez cheminé. Est-ce que tu peux essayer de nous décrire ce parcours jusqu'à là où vous en êtes aujourd'hui, et peut-être aussi ce qui reste à faire selon vous ? Écoute, pour revenir sur ce que disait Valérie, c'est que moi, en gros, c'est vrai que ça a été tout de suite, très rapidement, une discussion, ça, de savoir comment on acte les choses. Parce qu'avant d'être parent, on est un couple. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu es en couple, sans enfant, tu vis ta petite vie de couple, tu profites, tu kiffes, mais tu n'as pas ces discussions de fond. Elles arrivent souvent. Je dis pas qu'elles n'existent pas, mais elles arrivent souvent quand on devient parent. C'est quand même deux éducations différentes qui se rencontrent et qui vivent ensemble. H24, c'est quand même un concept. On a en effet vécu différemment. Elle, des parents séparés, un père démissionnaire, une mère présente, mais parfois un peu pas là, parce qu'il fallait qu'elle bosse et qu'elle fasse le job pour deux. Et moi, des parents hyper présents, mais dans un schéma très classique, franchouille, voilà. Donc, en effet, moi je suis pas du tout bricoleur, pour revenir sur ce que disait Valérie, mais je prends conscience de ces choses-là, parce que ma mère m'a élevé comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu te débrouilles. Ma mère disait à mon père, qui partait le matin à 7h et rentrait le soir à 19h, avec un petit boulot dans une banque, rien de folichon, le dimanche soir, il repassait ses chemises. Aucune raison qu'elle lui repasse ses chemises la semaine, elle avait autre chose à faire, elle aimait faire de la gym, faire ses trucs. Donc on était dans ce truc-là. Moi j'avais une mère plutôt, je dois le dire, même si elle était dans un schéma très patriarcal, elle était hyper féministe. Donc c'est hyper marrant, cette ambivalence. Et donc moi j'ai grandi comme ça, donc forcément, quand on est devenu parent, très rapidement je me suis rendu compte qu'il fallait quand même qu'on aborde un sujet qui est déjà l'éducation. Comment tu la vois ? Comment tu la sens, comment tu la jauges, et moi, comment je la vois. On a navigué comme ça. Moi, j'ai eu la chance via mon congé pat, mais surtout mon métier, qui est un métier où j'ai du temps pour moi. Et donc du temps, à partir du moment où j'ai du temps pour moi, au moment où je suis devenu papa, j'avais du temps comme tu veux. Voilà, j'avais du temps pour mes filles. Donc j'en ai profité. Et je lui ai donc dit assez rapidement à ma compagne que je voulais être vraiment très présent. Et si parfois elle avait envie juste, elle, d'être avec notre fille, en tout cas la première, parce que c'est là que tu prends tes marques, qu'elle me le dise, mais en tout cas, moi, je suis là, quoi. Présent, il n'y a pas de souci. Et du coup, on a eu cette discussion assez rapide et on a réussi quand même à avoir vraiment des vrais moments de qualité, chacun de notre côté, avec notre bébé. Et la même chose pour la deuxième. Et là, la discussion actuelle, qui est une discussion qui finalement, elle a à voir, mais on a quand même décalé un petit peu le sujet. Notre discussion, c'est de savoir, ça fait 15 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est le 22, c'est le jour où nous enregistrons l'épisode. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et nos discussions sont très claires, c'est on tend vers quoi ? Qu'est-ce qu'on se propose ? Mais on pense aussi maintenant un peu à nous, au couple, ce qu'on avait peut-être un peu laissé de côté parfois. Et je trouve ça super. Et concrètement, qui fait quoi ? Alors, qui fait quoi ? Écoute, franchement, j'ai envie de te dire que on n'est pas à 50-50 parce qu'on adapte suivant les plannings de chacun. Donc quand elle est moins dispo, je le suis plus. Et quand ta femme travaille aussi. Elle travaille aussi, bien sûr, mais on est dans le même secteur d'activité, c'est-à-dire on a du temps pour nos plannings respectifs. Donc elle a vraiment la charge, et ça je dois l'avouer, des devoirs. Et même quand je vais y mettre un peu mon nez, je comprends bien que c'est pas forcément parce qu'elle a son truc, et elle sait où elle va, et donc je peux comprendre. Ce qui m'empêche pas quand même de regarder un peu ce qui se passe. Le reste, tout ce qui est logistique, maison, courses, médecin, j'étais hier avec ma fille chez le dentiste, tout ça, on est plutôt partagé. Et puis chacun a ses petites... par exemple, le repassage chez moi, mais c'est bête à dire, mais c'est vrai que c'est mon domaine. Donc toi, tu repasses. Je repasse à fond, j'ai pas de problème à faire tourner des lave-vaisselle, des machins, entretenir la maison en tant que tel, c'est-à-dire vraiment le quotidien. Et puis à côté de ça... Qui prépare les repas ? Eh ben écoute, en semaine... Si elle est un peu chargée, je prépare avant d'aller à la radio. Sinon, elle prépare le soir pour les filles. Le week-end, j'adore faire le marché. Donc, le dimanche matin, je pars avec mon petit caddie, je fais des courses pour toute la semaine. Je fais pas de batch cooking, donc je prépare pas pour toute la semaine, mais je prépare, en tout cas, je remplis le frigo. Et puis après, pour le reste,
Je suis très attentif aux besoins de mes filles, c'est-à-dire vestimentaires. Si elles ont besoin d'argent de poche parce qu'elles doivent sortir à droite à gauche pour aller grignoter, je pense à la grande notamment, mais avec des copines. Tout ce qui est logistique d'anniversaire, d'activité, Le cadeau d'anniversaire pour la copine, c'est par toi exemple, tu vois, les départs en vacances, ça peut être moi aussi. Qui book les babysitters quand vous sortez au resto à deux? Ben, en l'occurrence, ça dépend de qui book le resto. Celui qui book le resto, book la babysitter. Et c'est là que tu vas très vite dans une analyse, c'est que si tu as booké beaucoup de babysitters, c'est que tu as booké beaucoup de restos, et c'est que tu as fait un peu plus le boulot que l'autre. Donc voilà, mais c'est vrai que ça, là-dessus, on est plutôt partagé. Non, franchement, je dois avouer que on navigue entre 50-50 et 60-40. Et c'est jamais 70-30. Il n'y a jamais vraiment un trop gros déséquilibre. Mais encore une fois, je veux mettre l'accent là-dessus. C'est parce que notre vie professionnelle nous le permet. J'ai beaucoup trop d'amis autour de moi qui n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'ils se noient aussi dans une vie pro surchargée. Ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Rémi, c'est que moi, je milite pas tellement pour le 50-50. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans leur situation à tous les deux, c'est que le partage, il est fait en conscience. Et Rémi dit, on en a discuté avec elle, j'ai l'impression qu'on discute de chaque point chez vous. Et c'est ça qui me paraît super important parce que moi, je rencontre énormément de femmes qui n'ont pas discuté ça ou qui réalisent un peu tard, puisqu'elles le réalisent avec moi, elles l'ont fait quand je leur dis comment vous êtes organisés pour la répartition des tâches, elles me disent, soit on a fait comme quand on était un couple avant les enfants, soit on a reproduit ce qu'on a connu sans... En fait, on ne s'est pas tellement posé la question. Et c'est ça qui est dommage, c'est là qu'on se prend les pieds dans le tapis. Après, comme tu disais, vous avez une vie professionnelle qui est assez similaire, en tout cas avec le même genre d'activité. Très souvent quand même dans les couples, c'est celui soit qui bosse le plus ou qui gagne plus qui va moins donner dans la maison parce que question de temps. Des femmes qui vont décider de se mettre à leur compte et de faire moins côté pro pour garder du temps. Enfin voilà, c'est tous les écueils classiques qui sont sociétaux, qui relèvent de l'héritage, mais qui sont difficiles après à rattraper, en fait. Et c'est encore le cas, surtout. Quand tu regardes les enquêtes, tu vois bien que forcément, la vie pro est plutôt du domaine du père. C'est-à-dire qu'on mise tout sur le père. Et puis la maman qui retourne au boulot. La plupart du temps, l'entreprise l'a mise un peu... Enfin, ça arrive aussi, tu vois, qu'on l'ait mis un peu à l'écart. En tout cas, qu'on ait baissé un petit peu son emploi du temps. Qu'elle souhaite justement aménager son emploi du temps pour se rendre disponible pour les enfants. Alors que le mec, on lui posera jamais la question. On dira, faut que tu traces, mon pote. À la fin du mois, faut que tu... Et ça, c'est encore un schéma patriarcal. Il faut que tu ramènes de l'argent à la maison. Et je vais aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une injonction sociétale qui dit aussi aux hommes, en tout cas aux pères, cette charge sur les épaules, c'est aussi de se dire, tu dois être en béton armé professionnellement parlant. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Un homme qui réussit, c'est un homme qui bosse et qui gagne de l'argent. Et ça, c'est encore le cas, je suis désolé. C'est Julia Carninon qui disait ça lors de la commission, qui disait que c'était un hold-up de faire croire aux pères que leur vie pro, c'était vraiment toute leur vie, quoi. Tu expliques dans ce livre pour les jeunes papas que l'engagement du papa dès la grossesse, dans ces moments de la grossesse, était une clé pour avoir ce réflexe de répartir les rôles dans le couple. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est efficace de s'impliquer dès la grossesse ? Ouais, là je prends mon cas perso, mais c'est vrai que pour moi, plus tu t'engages avant, plus tu seras engagé pendant et plus tu seras engagé après. Il faut vivre ce moment-là pleinement, en fait. Il n'y a aucune raison que parce que, en effet, biologiquement parlant, physiquement parlant, la maman est connectée au bébé, que le père soit mis à l'écart. Puisque plus tu te mets à l'écart... Pourtant, il est un peu mis à l'écart encore. Oui, mais alors là, en plus dans le système de santé, c'est-à-dire que souvent quand la sage-femme... mais encore une fois, ça c'est des choses qu'il faut casser ces barrières et ces murs-là. Quand la sage-femme ou les médecins parlent de la grossesse et de la santé, souvent on ne s'adresse qu'à la mère et on oublie le père. Mais je peux l'entendre, ça aussi c'est ancré et puis ça tend à s'améliorer. Ce qui m'a impliqué, c'est que déjà, j'avais envie de l'être. Donc, voilà. Et alors ça, personne ne m'a dit. Forcément, je n'avais pas du tout d'exemple autour de moi. J'étais le premier papa de mes potes. Et autant te dire que mon père, la grossesse, quand je lui pose une question, il me dit, écoute, oui, t'es là, bon, voilà, puis t'es né, quoi. Voilà. Non, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que j'avais pas énormément de bouquins non plus pour les mecs. Donc, j'ai lu les bouquins que lisait ma femme. On les a lus ensemble, quoi. C'est-à-dire, je lui posais des questions, tout simplement. J'ai l'impression, en tout cas, je pense qu'elle peut confirmer, d'avoir été intéressé. Et d'avoir à peu près le même niveau d'information qu'elle. Ouais, complètement. Savoir ce qui se passe dans son corps. Si tu ne comprends pas l'autre, si tu sais pas ce qui se passe dans le corps de la maman qui est en train de donner vie, en fait, il y a un truc qui est fou, c'est qu'on oublie juste un truc à tous les niveaux professionnels ou ce qu'on veut, qu'on a donné naissance à un bébé. Elle a créé la vie, en fait. Tu vois ? Et ça, c'est fou de se dire que, non, c'est normal, c'est dans l'air du temps depuis des milliers et des millions d'années. Donc voilà, ça fait partie de la vie. Non, mais c'est important de s'y intéresser. Pourquoi ? Parce qu'on va comprendre ce qui se passe dans sa tête,
dans la tête de la maman. Le chamboulement, les hormones, toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, oui, tu peux avoir des petits moments de turbulence. Si tu sais pas ce qui se passe, tu l'appréhendes pas de la même manière. Donc tu peux même d'ailleurs être en colère en tant que père. En disant, attends, pourquoi elle me parle comme ça, machin. Mais essaye de comprendre ce qui se passe. Donc pour moi, c'est une clé de s'investir avant. Et pour aller plus loin dans l'investissement du papa, nous, on a fait de l'autonomie. Et moi, j'ai plein de potes qui ont fait de l'autonomie. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet d'être en contact un peu direct avec le bébé. En tout cas, de se sentir présent et écouté, et par la maman, bien sûr, mais par ton bébé surtout. Parce que tu peux lui parler, il vient te checker, on fait des appels, il y a des petits mouvements. Il faut faire ça avec, bien sûr, c'est des cours avec des thérapeutes qui connaissent l'autonomie et qui te l'enseignent, permettent en tout cas de l'apprivoiser, parce que c'est extraordinaire. Et moi, ça nous a d'ailleurs aidés, j'en suis persuadé, lors de l'accouchement. Valérie, qu'est-ce que tu penses de cette étape de la grossesse et de l'investissement du papa ? Moi, je suis assez admirative de ce que j'entends, parce que j'entends là un papa qui est hyper engagé, c'est le mot qu'il a employé au début. Et je pense que tout est là. En fait, il y a des hommes qui sont intéressés, qui veulent comprendre, c'est aussi un mot qu'on entend souvent dans la langue de Rémi, qui veulent comprendre ce que vivent leurs compagnes. Moi, je reçois des femmes dont les hommes ne sont pas très intéressés pour comprendre ce qu'elles vivent, ni pendant la grossesse, ni tellement après. Et il y en a encore d'autres hommes à qui ça fait un peu peur aussi. Une femme comme ça, toi tu dis c'est merveilleux. Oui, c'est vrai que c'est merveilleux. C'est à la fois complètement naturel. Toute l'humanité quasiment y passe par le fait de donner la vie, de mettre au monde en tout cas. Et à la fois, c'est vertigineux tellement c'est bien foutu, magique, merveilleux, extraordinaire. C'est les deux trucs en même temps. Et il y a des hommes à qui ça fout la trouille. Il y a des hommes qui veulent plus faire l'amour dès que leur femme grossit un peu, dès que le ventre s'arrondit et que la présence du bébé est manifeste, parce qu'ils ont peur que ça fasse mal au bébé. Plus profondément, c'est peut-être aussi parce que c'est difficile de faire l'amour avec une femme qui est déjà mère. Je retombe sur mon idée d'héritage. On se débrouille chacun comme on peut avec tout ce qui nous tombe sur la figure en matière d'héritage quand on attend un bébé. Et quand on le met au monde, arrive avec ce bébé, non seulement il y a la rencontre avec l'enfant, mais il y a aussi la rencontre avec soi-même en tant que mère, si je parle en tant qu'une femme, et puis avec son mec en tant que père. Ça convoque tous les modèles parentaux, Rémi en parlait tout à l'heure. Ça fait plein de monde à la maison quand il y a la naissance de l'enfant. Et on a beau s'être dit, moi, c'est décidé, je ferai pas comme ma mère. Ou, au contraire, moi, j'ai un modèle parental sympa, je ferai comme eux. On a beau s'être dit des trucs comme ça, ce qui se passe dans la réalité quand l'enfant naît, c'est parfois tout à fait différent. Et ça demande à chacun de se coltiner des trucs parfois très difficiles, qui peuvent même nous plonger dans le chaos. C'est ce qui se passe dans certaines formes de dépression postpartum que certaines femmes connaissent et auxquelles les mecs réagissent d'une façon totalement traumatique. Eux-mêmes sont complètement plongés dans le traumatisme. On veut parler de couple, on parle de couple parental, mais aussi tu parlais du baby clash tout à l'heure. L'idée aussi, c'est de ne pas laisser s'effriter son couple jusqu'aux 3 ans de l'enfant et hop, divorce ou séparation. Et cet épisode, il a été initié par un acteur de la garde d'enfants à domicile, Babichou Service pour ne pas le citer. Et c'est intéressant parce que ça me permet de poser ce sujet ici, comment le recours au babysitting peut nous aider à sauver notre couple, y compris dans les premières années d'un enfant, avant qu'on explose de fatigue et de rancœur. Rémi, faire garder son enfant, se créer des moments à deux, est-ce que ça fait partie des clés que vous avez saisies ? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ? Comment tu abordes ce sujet et est-ce que pour toi c'est un enjeu ? Ouais, je pense que c'est un enjeu majeur. Mais là, on parle pas de la garde, on est d'accord, les moments à deux. On parle de babysitting pour une soirée. Ouais, une soirée ou quelques heures un samedi après-midi, des choses qu'on pense pas forcément à faire avant de péter un câble. Non, pour moi, c'est la clé, mais c'est vrai que dans les premières années, tu as quand même du mal, c'est vrai, parfois, à laisser ton bébé. Surtout pour le premier. Surtout pour le premier. Moi, je le suis moins forcément avec les années, mais j'étais un papa assez stressé, pourtant au courant. Hypochondriaque, c'est ça ? Hypochondriaque et stressé, 3000. Donc... forcément, tu sais, je vais te laisser ma fille on l'a fait, donc je vais t'expliquer pourquoi, bien sûr. Mais la laisser, c'était, je partais, et puis là, c'était tout de suite. Ouais, mais alors attends, mais si elle a ça, et puis si elle a pas géré ça, et si elle a pas vu ça, machin. Bon, c'était voilà. Et puis on s'habitue. On essaye, autant que faire se peut, de réduire cette dose de stress. J'ai une interview dans le livre de Bruno Sanchez, comédien, qui parle de ça, qui parle de cette peur infinie qui est d'avoir un enfant. Parce qu'on a peur qu'il lui arrive un tas de choses et une responsabilité tous les jours. Et ça, c'est un travail du quotidien. Et Bruno et moi, on s'est retrouvés là-dessus parce qu'on a traversé ça. Ça va mieux, on a bossé dessus, mais ça va mieux. Pour revenir à ta question, pour moi, c'est la clé. Il faut pouvoir le faire. C'est pas toujours évident. C'est un coût supplémentaire. La clé, elle est dans le moment de se retrouver, les moments à deux, les moments où on peut justement
on en parlait tout à l'heure avec Valérie, la communication, pouvoir se dire les choses quand quelque chose ne va pas. C'est encore très dur d'arriver, et notamment après la naissance d'un bébé, parce qu'on est dans un truc de fatigue, d'énervement, de qu'on ne comprend plus Et l'autre. On se dit, d'éviter de se parler dans ces moments-là, Eh oui. d'attendre que ça retombe. c'est ce que je dis dans le livre, c'est que tu ne peux pas avoir une communication saine et apaisée quand justement t'es en colère en fait, surtout. Et en présence de l'enfant. Surtout. Donc ces moments-là sont aussi faits pour ça. Mm. Et puis on se retrouve à deux, quoi, à Et on l'ancienne. n'a pas les mêmes discussions au Et on a- resto que chez soi. Et oui, mais non, complètement. On sort du cocon. Mm. On sort du cocon et ça fait du bien. Donc oui, forcément, je le conseille à tous les parents, mais encore une fois, faut-il pouvoir le faire. Et c'est un coup. Et puis parfois, certains couples ne ressentent pas le besoin. Mais c'est vrai que ce que je dis souvent, c'est que moi, j'ai même un couple qui se force à le faire. C'est-à-dire qu'ils ont établi que tous les jeudis soirs, ils se retrouvaient. Eh bien, tous les jeudis soirs, même s'ils sont fatigués et qu'ils pourraient être tous les deux parce que tout va bien à la maison dans le canapé, non, ils sortent et ils se retrouvent. Je suis assez d'accord. Et voilà, et ils discutent, quoi. Valérie, qu'est-ce que tu penses de ce rituel, de ce rendez-vous qu'on doit se fixer en couple? Et je voulais aussi aborder cette idée de la nounou de nuit, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui l'assument maintenant, mais il y en a d'autres aussi qui n'oseraient pas ou qui n'osent pas le dire. Mais j'en ai beaucoup qui ont dit c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour moi, pour mon couple, c'est de prendre 2 ou 3 nuits de nounou de nuit quand j'étais épuisée. Ouais. Donc ça m'intéresse de parler de tout ça et de savoir aussi comment les hommes pourraient se saisir de ça pour que ce ne soit pas les femmes qui portent la responsabilité de booker la nounou ou la babysitter, tu vois. Alors, la première question, c'était les temps en couple. Oui. Dans ma pratique au quotidien, je constate que j'ai énormément de femmes qui viennent et qui déplorent de n'avoir plus de relation d'adulte à adulte avec leur conjoint. Elles me disent on est des colocataires, on partage que la charge mentale ou les préoccupations pour les enfants. Parfois, c'est la même chose. Il y en a qui me disent on n'est que coparents. Et c'est le danger, en effet. Quand on met au monde un enfant, ça nous occupe tellement que la tentation, c'est normal pendant les premières années peut-être de devenir coparents. C'est ce que tu disais tout à l'heure, comment ne pas divorcer au bout de 3 ans. Mais c'est dommage, parce qu'on a été un couple et l'enfant, il est issu de cette histoire-là, l'histoire de couple. Et pour faire vivre cette histoire d'amour de couple, je vois pas comment on peut faire autrement qu'en se donnant des rendez-vous à deux en tant qu'adulte. Ensuite, la deuxième question, comment est-ce que... Oui, la question de la nuit. Oui, moi je pense que c'est évident que, et peut-être que le conjoint, le mari, enfin l'homme a une énorme responsabilité, ou en tout cas une part importante à prendre là-dedans, que de convaincre la femme que c'est pas être une mauvaise mère, que de refiler la garde du bébé qui crie toutes les nuits et qui l'épuise, elle, à une nounou dont c'est le job et qui va être payée pour ça. C'est un coût, en effet. Moi, je l'ai fait aussi pour mon 3e enfant. Et ça m'a sauvé la vie. Et voilà. J'ai fait 4 nuits. Donc, je le recommande, pas parce que je l'ai fait, mais en général, je pense que l'homme a un rôle immense à jouer. En psycho, on appelle ça le rôle de tiers, séparateur. Non pas parce qu'il va séparer la femme de ses enfants, mais il va couper le cordon symboliquement. C'est-à-dire que, je vous raconte une petite situation, une femme qui a son nourrisson qui a 2 semaines, qui crie la nuit, elle se jette hors du lit pour se précipiter au secours de ce petit bébé, le pauvre qui hurle, elle ne sait pas ce qu'il a probablement juste faim. Et son mec lui dit, écoute, est-ce que il peut attendre 4 minutes, tu crois? Elle dit, bon, peut-être, allez, 4 minutes. Et l'homme lui dit, on va faire l'expérience. Tiens, regarde, le réveil, je surveille le temps. Au bout de 4 minutes, je te dis, ok, vas-y. Ok. La femme attend. Elle dit, c'est un supplice pour elle. Et elle lui dit, là, je pense que ça fait 15 minutes, là. J'en suis sûre. Eh bien, ça faisait 3 minutes. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a raconté. Et ça, il n'y a que l'homme qui peut faire ça, qui peut créer un sas, je dirais, entre l'impulsion de la mère à être le tout de son nourrisson, ce qui est un peu normal au début. Mais on est programmé un peu pour ça. On est programmé un peu pour ça. Mais c'est vital que, le temps passant, la femme apprenne à laisser un peu d'espace entre elle et son enfant. L'enfant apprend beaucoup, la femme aussi, et le couple en ressort grandi. Peut-être qu'on touche là à ce qui reste à faire pour les pères, c'est-à-dire de s'emparer de certains sujets pour faire diminuer le taux de culpabilité, le taux de... Voilà, de décider de... En fait, j'ai mon mot à dire là-dessus. Oui. Et tu devrais m'écouter. Oui, en osant être ferme, malgré la drôle d'époque qu'on vit, où je trouve que c'est pas facile pour les hommes de s'y retrouver. Parce qu'on le disait en préparant cet épisode, Valérie, on a l'impression que y a beaucoup de livres pour les femmes. Maintenant, il y a des accompagnements spécifiques comme ceux que tu proposes pour les femmes qui ont du mal à trouver leur place, qui se sont cramées, qui sont épuisées et qui n'arrivent plus à gérer le boulot, les enfants, etc. Et c'est encore trop souvent les femmes qui prennent cette démarche d'agir ou de se faire soigner ou d'essayer de faire du développement personnel
pour aller mieux, est-ce que les hommes commencent aussi à avoir ce genre de préoccupation et est-ce que c'est aussi le terrain qui pourrait mieux investir, de dire ok, comment on investit ce terrain et comment on prend des initiatives pour que ça aille mieux, tu vois, sur ce côté psy, bien-être. J'ai l'impression que ça bouge sur les réseaux, c'est-à-dire que je vois beaucoup d'artistes parler de santé mentale et c'est super parce que ça justement ça ouvre une discussion et ça remet en question aussi pas mal d'hommes. Mais j'ai pas l'impression qu'au quotidien, autour de moi en tout cas, ce soit le cas. Donc je constate aussi que certains coachs, thérapeutes proposent maintenant de plus en plus des retraites pour hommes. Alors autant te dire que c'est très rare. C'est-à-dire que bien sûr, j'en connais 2, moi j'en ai identifié 2, je les connais pas, je les ai identifiés en me disant il va falloir que je le fasse, j'adore ce délire, donc je vais le faire. Tout ça passe tout simplement parce que ça m'intéresse. Je vais plutôt bien, le couple va plutôt bien chez nous, mais je trouve ça intéressant de rencontrer d'autres hommes. Pourquoi ? Parce que il est très compliqué entre hommes de se dire et de rentrer dans le fond des choses. Pourquoi ? Parce qu'on va toucher encore une fois à la fébrilité, à la vulnérabilité. Et un mec, c'est solide. Et encore une fois, je trouve que là, ça bouge. J'ai même un pote qui, justement, il n'y a pas longtemps, encore une fois sur les réseaux, mais ça sert aussi à ça, a fait tout un laïus de voilà, en disant que j'allais pas bien, voilà pourquoi, alors que sur le papier, tout allait bien. Vous m'avez vu rire, vous m'avez vu jouer avec mes enfants, mais je n'allais pas bien pour telle et telle raison. Et je trouve ça super d'arriver à s'ouvrir. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, ça tend à se développer un peu, ça. Les discussions arrivent. J'arrive, moi aussi, avec des amis maintenant, autour d'un verre, d'une bière, un soir ou quoi, avoir ce genre de discussion. En tout cas, on essaye d'aller creuser un peu, d'essayer de s'entraider les uns les autres, et pas juste de parler de choses superficielles, du coup, oui, mais bon, elle me saoule, elle comprend pas ci, elle comprend pas que je fasse ça. Elle me saoule, elle devient hystérique. C'est que si vous accordez de l'importance à vos propres vulnérabilités, à vos propres colères, vous serez peut-être plus à même de comprendre ce qui rend les femmes, parfois, on a l'impression de devenir aigries et hystériques parce qu'elles ont une colère, d'avoir l'impression de se charger trop. Exactement. Et de ne pas être entendues. Et ça, c'est un vrai point. Exactement. Exactement. Mais justement, c'est aussi la possibilité de se parler dans le couple. Moi, je vois que j'ai des amis, j'ai plein d'amis femmes quoi, qui m'ont souvent dit « Mais mon mec, il parle pas, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Je sais pas ce qu'il pense, je sais pas ce qu'il ressent, je sais pas quoi te dire, quoi. Alors oui, on va se marrer, on va sortir, on va aller dîner, c'est cool, on va se parler des enfants, mais on rentre pas dans le fond des choses. Et pour moi, il n'y a rien de plus... En tout cas, quand tu souhaites vivre des années comme ça en couple, il n'y a rien de plus dur déjà que de faire tenir un couple. Hein. Franchement, sur le papier, c'est quand même costaud. Et il n'y a rien de plus beau que de se dire les choses, de parler du fond des choses, quoi. De ce qu'on a pu vivre dans l'enfance et de ce qu'on tend à devenir. Valérie, finalement, tu devrais faire des accompagnements de couple. Ouais, le couple, c'est une valeur hyper forte pour moi. Personnellement, c'est une des plus belles choses que je vis. Et pourtant, c'est mal barré parce que j'ai commencé par un divorce. Je trouve ça très inspirant ce que dit Rémi et ça m'inspire notamment l'idée, mais on part dans les grandes idées peut-être, que pour moi, le monde, il manque de féminin. J'ai pas dit de femme, j'ai dit de féminin. Parce qu'en fait, ce que j'entends dans ce que dit Rémi, c'est que lui, il est très proche de sa part féminine à lui. Et c'est super beau. Au début de l'interview, il disait « Moi, j'ai décidé que je veux être dans le soin avec mes enfants. Je veux m'en occuper, je veux être présent, etc. » Le soin, c'est ce qu'on appelle une énergie féminine. L'énergie du féminin, elle est dans le lien, le soin, l'intériorité, l'accueil. D'accord ? Je fais des grosses caricatures parce qu'on n'a pas le temps de détailler. L'énergie du masculin, elle est dans l'action, l'organisation, l'affirmation, le courage. C'est des valeurs universelles d'anthropologie qui se retrouvent dans toutes les cultures. Ça, c'est le féminin et le masculin. Je parle d'énergie. Chacun, homme, femme, on a en nous l'énergie du masculin et l'énergie du féminin. Mais souvent, elles discutent pas vachement bien. Les femmes, par exemple, elles sont de plus en plus... elles ont été habituées à être beaucoup dans l'énergie du masculin. Parce qu'il a fallu s'habituer au modèle de l'entreprise qui est bâti par les hommes au départ. Donc, évidemment, sur leur modèle d'énergie masculine avec des organigrammes, des trucs structurés, une conception du temps et des projets qui est plutôt séquentielle. Là où les femmes fonctionnent, je ne vous l'apprends pas, plutôt de façon cyclique. Sans rentrer dans le détail, j'observe que les femmes se sont de plus en plus adaptées en exprimant
pour se mettre à bosser, pour faire leur place, avec leur énergie masculine. Alors évidemment, dans la maternité, c'est l'énergie féminine qui ressort, avec le soin du bébé, le lien, la réception, etc., le nourrissage, etc. Pour que je garde bien mon fil, ce qu'exprimait Rémi, c'est que à l'entendre, ce qui fait le succès, probablement, en tout cas une grande partie du succès de ce couple qui a l'air de bien fonctionner, c'est que chacun est à l'aise avec ces deux parts d'énergie masculine et féminine et arrive à les faire dialoguer. En tout cas, en Rémi, j'ai l'impression que l'énergie féminine et l'énergie masculine discutent vachement bien. Mais il y a plein d'hommes qui ont peur de leur part féminine parce que peut-être ça leur retirait de la virilité. Et du coup, toi tu dis ils ont peur de leur vulnérabilité. Moi je vais plus loin, je ne sais pas si c'est plus loin, mais je dirais même ils ont peur de leur intériorité, carrément. Ils ont peur de cette introspection. Parce que c'est être une femmelette que d'aller s'intéresser à ses émotions, pleurer, etc. Souvent, c'est une espèce d'incompréhension majeure dans un couple. Et c'est ce qui me fait dire que je pense que le monde manque de féminin. Je parle d'énergie, on est bien d'accord. Je pense que si les femmes étaient plus dans leur féminin, je pense que c'est possible d'aller au bout, bosser en honorant son énergie féminine. Ça enrichirait beaucoup l'entreprise. Il faut oser y aller avec sa façon. C'est pas besoin de faire comme les mecs. On peut faire à sa façon. Et que les hommes gagneraient probablement à accueillir un peu plus ce qu'ils ont d'énergie féminine en eux, sans que ça les menace. On y gagnerait probablement à une bien meilleure entente entre hommes et femmes. Je vais laisser le mot de la fin sur cette énergie féminine à répandre partout sur notre planète parce qu'on en a bien besoin. Rémi, un commentaire ou un dernier conseil ou une réaction Non, mais je pense que oui, en effet, c'est une très belle analyse faite par Valérie. C'est vrai que, en effet, ça remet plein de choses en question en tant qu'homme, d'accepter cette part de féminin. Parce que oui, en effet, la société ne s'est pas construite comme ça. Et je pense que oui, en effet, on gagnerait. Moi, c'est ce que j'essaie de véhiculer comme message. Je ne sais pas si je parle de féminin ou de masculin. En tout cas, je parle de présence active à tous les niveaux, qu'elle soit en tant que père ou en tant qu'homme dans un couple hétérosexuel, puisque c'est mon couple. Mais présence active à tous les niveaux, communication à fond, pouvoir se parler des choses, rentrer dans les détails, se dire ce qui va pas, ce qui pourrait vraiment nous permettre d'améliorer toujours au quotidien, année après année, ce que nous sommes, c'est-à-dire un couple, puis des parents. Et ne jamais oublier qu'à la base, en effet, nous sommes un couple. Et voilà, et surtout, pour revenir sur le livre, puisque je parle beaucoup de l'avant, pendant et après, donc je parle vraiment des tout débuts de vie d'un bébé, jamais prendre de décision hâtive la première année. On n'est pas nous-mêmes, nous sommes d'autres personnes. Et surtout, pouvoir se parler et ne jamais cesser de s'aimer, c'est important. Merci à tous les deux. Très beau mot de la fin. Je rappelle le titre de ton livre, Nouveau daron, bienvenue au club aux éditions Solar. Donc c'est signé Rémi Guilloton. Et le livre de Valérie qui s'appelle Imparfaite mais heureuse, qui est publié aux éditions MAM. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la fiche de l'épisode. Merci beaucoup. Merci. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.